Le faste éblouissant d'Hollywood a peut-être recouvert les tapis rouges, mais personne ne se doutait que derrière ce décor somptueux existait un empire de sang-froid appelé la mafia. Des années 1920 aux années 1970, le crime organisé ne contrôlait pas seulement les gangs et les casinos. Il tenait aussi fermement les stars, les studios de cinéma et même le rêve américain. Il serrait la main des puissants, souriait au flash des paparazzis et signait des contrats imbibés de sang. Des morts silencieuses, des disparitions inexpliquées, tout était transformé en légende par Hollywood. Mais derrière chaque histoire se cachait la froide vérité. Le pouvoir de la pègre n'a jamais quitté cette scène. Charles, Lucky, Luciano, le pauvre Sicilien devenu l'architecte du crime organisé. Il ne dominait pas seulement les rues, mais redéfinissait le pouvoir dans l'ombre. Au lieu d'armes, Luciano utilisait des règles et des stratégies, transformant la mafia en un conglomérat, fonctionnant aussi bien qu'une entreprise légitime. Il fonda le Conseil de la mafia, mit fin à une période de bain de sang insensé et transforma les tueurs en froids managers. Son influence s'étendait jusqu'à Hollywood, où l'image du parrain élégant devint l'archétype de nombreux rôles de gangsters ultérieurs. Déporté en Italie, Luciano continua de vivre comme un empereur, recevant réalisateurs et acteurs des États-Unis. Et curieusement, il s'effondra d'une crise cardiaque à l'aéroport de Naples, juste au moment où il devait rencontrer un cinéaste qui voulait adapter sa vie au cinéma. Sammy Davis Jr., une âme enchaînée par la mafia. Bien qu'étant une légende de la scène, Sammy Davis Jr. n'était qu'un enfant de couleur, né dans un cirque où les applaudissements étaient son élixir de vie et les lumières son unique héritage. Il savait chanter, danser, jouer. Son talent était si immense qu'il faisait oublier sa couleur de peau au public. Pourtant, Hollywood et Las Vegas des années 50 n'ont jamais oublié sa couleur de peau. Derrière les néons étincelants se cachait un monde où la mafia contrôlait tout. Les casinos, les contrats, même la vie des artistes. Quand Sammy accéda à la célébrité avec le Rat Pack, il devint aussi la propriété des patrons, qui décidaient où il chantait, qui il pouvait aimer et combien de temps il vivrait. Sa romance avec la star de cinéma Kim Novak fit trembler Chicago. Et l'ordre, épouse-toi vite ou meurs, le força à abandonner son amour pour sauver sa vie. Toute la vie de Sammy fut passée à danser entre gloire et peur, souriant sur scène, mais tremblant dans l'obscurité. À sa mort en 1990, on dit que la mafia n'avait pas eu besoin de le tuer. Elle possédait déjà son âme depuis longtemps. Mickey Cohen, le gangster qui fit briller tout Los Angeles grâce à lui. Né dans les rues pauvres de Brooklyn, Cohen commença comme boxeur raté, mais trouva la gloire dans le crime. Lorsque Bugsy Siegel étendit l'empire de la mafia à Hollywood, Cohen devint son bras droit, quelqu'un qui donnait des ordres et se produisait devant les caméras comme une vraie star. Il portait des costumes sur mesure, conduisait des voitures de luxe et riait aux côtés de noms comme Frank Sinatra ou Judy Garland, fascinant le public et la presse avec l'image du criminel séducteur. Mais derrière la façade de la vantardise se cachait une personne impitoyable qui gérait les paris, la drogue et le chantage avec un sourire d'acteur. Alors que le FBI resserrait l'étau, Cohen continua de jouer jusqu'au bout, se vantant de ses exploits dans des talk-shows, écrivant des mémoires pour se présenter comme un « homme incompris ». Finalement, il mourut discrètement d'un cancer, sans public, sans lumière. Mais Hollywood se souvient encore de lui, celui qui transforma le crime en une parfaite représentation. Frank Lefty Rosenthal, le cerveau qui transforma Las Vegas en paradis de la mafia. Il n'était pas un meurtrier, mais un stratège qui comprenait que la cupidité était prévisible. Envoyé par le Chicago Outfit pour diriger les casinos Stardust et Fremont, Lefty les mena comme un empire légitime, à la fois luxueux et pêcheur. Pourtant, il commit une erreur fatale. Il tomba amoureux des projecteurs. L'émission de télévision The Frank Rosenthal Show le rendit célèbre et inquiéta aussi les patrons. Par une nuit d'octobre 1982, alors qu'il montait dans sa Cadillac, la voiture explosa violemment. Miraculeusement, une plaque d'acier sous le siège lui sauva la vie. Rosenthal quitta Las Vegas pour toujours et vécut discrètement jusqu'à sa mort, mais son histoire devint le modèle du personnage principal de Casino. Un génie qui survécut en enfer, mais n'échappa jamais à l'ombre qu'il avait lui-même créée. Carmine Galante, le roi du cigare, de New York, qui croyait que la peur était la couronne du pouvoir.
De petite taille, mais célèbre pour sa brutalité, Galante dominait la famille criminelle Bonanno par la violence et la terreur. Il ne se cachait pas comme les autres patrons, mais aimait se vanter et apparaissait souvent en public avec un cigare allumé à la bouche, un symbole de défi. Pourtant, c'est précisément ce symbole qui fit de lui une cible. Lorsque Galante monopolisa les profits du trafic d'héroïne, les autres familles ordonnèrent à son élimination. À l'été 1979, il déjeunait dans le paisible jardin du restaurant Joe and Mary's à Brooklyn, quand 3 tueurs masqués firent irruption. Pas un mot, seulement le fracas des coups de feu. Quand la police arriva, ils trouvèrent Galante mort, le cigare encore allumé à la bouche. Cette photo devint un symbole tragique de la mafia, le pouvoir, l'arrogance et le prix de l'immortalité. Albert Anastasia, connu comme le bourreau de la mafia, fondateur de Murder Inc., la machine à tuer la plus efficace de l'histoire du crime américain. Pendant plus de 2 décennies, il fut le bras armé de l'organisation, froid, précis et loyal jusqu'à la mort. Pourtant, le pouvoir l'aveugla. Lorsqu'il prit le contrôle de la famille Gambino, Anastasia devint colérique, arrogant et désobéissant aux lois non écrites du Conseil de la mafia. Le 25 octobre 1957, il entra dans le salon de coiffure du Park Sheraton Hotel, où tout semblait être un matin ordinaire. Pendant que le coiffeur lui savonnait le visage, 2 tueurs masqués firent irruption. Les coups de feu retentirent, les miroirs volèrent en éclats, la fumée des armes était dense. Anastasia se leva, attaquant furieusement son propre reflet dans le miroir avant de s'effondrer. Cette scène choqua l'Amérique et servit de modèle à d'innombrables scènes de meurtre dans les films Le Parrain et Les Affranchis. 3 décennies dans la mafia. Le plus grand tueur de la mafia mourut finalement entre la lame du rasoir et son propre reflet. Dutch Schultz, le célèbre roi de la contrebande d'alcool de New York, qui pensait pouvoir réécrire les règles de la pègre. Dès les années de la Prohibition, il bâtit un vaste empire, contrôlant les bars, les discothèques et même les lieux où Hollywood dépensait son argent. Pourtant, l'ambition le poussa à la folie. Alors que les autorités le poursuivaient, Schultz déclara qu'il tuerait le procureur fédéral Thomas Dewey, une action qui irrita toute la mafia. Le Conseil du crime, dirigé par Luciano, prononça immédiatement sa condamnation à mort. En octobre 1935, Schultz fut touché par plus de 40 balles dans un restaurant de Newark. Il agonisa pendant 24 heures, balbutiant des phrases insensées que la police enregistra mot pour mot, cherchant à en trouver le sens caché. Cette mort mit fin à l'illusion du pouvoir et rappela la vieille leçon. Dans la mafia, celui qui défie les règles est toujours le premier à être éliminé. Joe Colombo, le capot qui osa sortir de l'ombre. Alors que ses pairs se cachaient, Colombo voulait être devant les caméras pour devenir le héros de la communauté italo-américaine. Il fonda la Ligue des droits civiques italo-américains, organisa des rassemblements, parla devant des milliers de personnes et réclama la lutte contre la discrimination, mais tout n'était qu'une façade pour le pouvoir caché de la famille criminelle Colombo. Lorsque le film Le Parrain était sur le point d'être tourné, il s'opposa publiquement, exigea des modifications au scénario et menaça même d'arrêter la production. Hollywood dut céder et supprimer presque tous les mots « mafia » du film. Mais à ce moment-là, Colombo enfreignit une loi non écrite. Celui qui s'expose devant les caméras devient rapidement une cible. En 1971, alors qu'il prononçait un discours sur une place bondée, un homme s'approcha avec une caméra et appuya sur la gâchette. Colombo tomba devant les caméras de télévision en direct et devint un symbole de la fin d'une ère, où la mafia ne se cachait plus, mais mourait pour sa propre gloire. Hollywood continue de briller, de raconter des histoires de pouvoir et de trahison, mais sous cette lumière, l'ombre de la mafia n'a jamais disparu. Les patrons qui dominaient autrefois la pègre sont devenus des légendes, renaissant sur grand écran avec les visages d'acteurs sous les applaudissements du public. Mais derrière chaque film se cachent de vraies âmes, celles qui sont mortes par arrogance, par ambition ou simplement parce qu'elles voulaient être libres. Hollywood les a transformées en symboles, mais l'histoire les nomme autrement, ceux qui ont payé le prix du rêve immortel. Et quelque part, entre les lumières et la fumée, le vieux murmure résonne encore. Ne crois jamais que la scène peut cacher le sang.